Les animaux sont-ils les égaux des humains? C'est le grand angle de ce vendredi 12 février. Comment protéger les animaux? Jusqu'où faut-il aller? Des questions qu'on va se poser avec vous, Amandine Sansivins. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. On vous présente comme le nouveau visage de la cause animale en France. Ça vous va? C'est gentil, ça me va. En face de vous, Jérôme Segal, vous êtes journaliste, auteur de Animal radical, histoire et sociologie de l'antispécisme aux éditions Luxe. Alors quand il s'agit, bienvenue à vous aussi, quand il s'agit du bien-être animal, en général les positions sont souvent très tranchées. Comment vous l'expliquez l'un et l'autre? Parce que je pense qu'on a tous une relation avec les animaux, quand on était enfant notamment, et que quand on voit ce que vivent les animaux, en fait, ça fait vraiment appel à des émotions de tristesse, voire de colère, et qu'on ne peut pas rester insensible à ce que vivent les animaux. Pareil pour vous? Vous Oui, je pense cette qu'en fait, analyse lorsqu'on est antispécie, c'est peut-être un mot qu'on va expliquer, qu'on va s'opposer à la domination de l'homme, de l'homo sapiens sur les autres espèces animales. Tout de suite, en fait, c'est une remise en cause assez profonde de la société, et c'est ce qui fait que ça peut être parfois mal reçu, parfois aussi si les arguments sont un peu frontaux, la réception est délicate. Alors en effet, on va y revenir dans un instant, mais je vous propose qu'on se penche d'abord sur ce qui s'est passé il y a 15 jours. L'Assemblée nationale adopter une série de mesures pour améliorer la condition animale. On les passe en revue avec Anaïs Furtad. Sur les pancartes de ces activistes antispécistes, des appels à l'arrêt de toute forme de maltraitance animale. Depuis 2015 en France, les animaux sont considérés comme des êtres sensibles. Au mois de janvier, une proposition de loi sur la protection des animaux de compagnie et de cirque a été adoptée. Nous voulons une loi! Elle doit être abrogée au printemps. Mais alors, que contient ce texte? En premier lieu, cette proposition de loi prévoit une sanction sévère en cas de maltraitance des animaux de compagnie. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende en cas de mort de l'animal. Le texte vise également à responsabiliser les personnes souhaitant acquérir un chien, un chat, un cheval ou encore un serpent, alors que 100 000 bêtes sont abandonnées chaque année dans le pays. Tout nouveau propriétaire se verra remettre un certificat détaillant ses besoins et ses coûts d'entretien. Cette proposition de loi prévoit aussi la fermeture des élevages de visons d'ici à 5 ans, l'interdiction de la zoopornographie ou encore la fin de la captivité des animaux sauvages dans les cirques. Des questions restent néanmoins en suspens. Aucune mention de la chasse à courre ou encore de l'élevage intensif. Des sujets qui divisent l'opinion publique. Est-ce que cette loi est une victoire pour vous? C'est une avancée qui est très importante parce qu'en fait, on n'avait jamais eu de proposition de loi mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par le gouvernement, par l'exécutif. Après, quand on voit le problème global de la condition animale en France, ce sont quand même des avancées très timides qui ne vont pas du tout assez loin. Là, dans le sujet, vous dites que la chasse à courre et l'élevage intensif divisent. Non, quand on regarde les études d'opinion, on a presque 80% qui est favorable à la fin de l'élevage intensif en France. Encore plus pour l'abolition de la chasse à courre. Donc non, aujourd'hui, si on avait un référendum en France, ces questions seraient tranchées. Et donc ça reflète vraiment le décalage qu'il y a entre les élus qui gouvernent et l'opinion publique. C'est une question de lobby aussi ? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est une question, en effet, d'intérêt économique, d'intérêt de tradition. Et en effet, des lobbies, on voit que les chasseurs sont reçus régulièrement à l'Élysée, dans les ministères, et voilà, et qui ont beaucoup plus de poids que le mouvement animaliste. Dans votre livre, vous passez en vue aussi les dates clés de toute cette histoire, de cette défense des animaux, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi cette loi arrive maintenant ? Alors cette loi arrive parce que on peut dire dans l'air du temps, les gens comprennent que c'est pas normal le sort qu'on réserve aux animaux, le fait que 95% des porcs en France ne voient jamais la lumière du jour, soient élevés sur caillebotis. Et petit à petit, je pense que grâce à cette loi, les gens vont commencer à comprendre. On a entendu là dans le petit reportage que vous avez passé, 3 ans de prison pour maltraitance sur des animaux. Or, les porcs, les vaches sont maltraités aujourd'hui dans la plupart des exploitations. Et donc, quelque part, les gens
gens vont être amenés à prendre conscience de la nécessité de penser notre rapport aux animaux de façon différente. Et ça, effectivement, ça s'inscrit dans l'histoire. On avait au début la défense des animaux, la protection, la défense et maintenant des droits. Siècle, hein. Voilà. On peut faire remonter cette histoire à l'Antiquité. Il y a déjà des auteurs comme Porphyre ou comme Pythagore qui ont fait des traités sur la nécessité de ne pas manger de viande, que c'était mauvais pour les animaux, etc. Mais vraiment, c'est au XIXe siècle, ça devient une cause politique, notamment dans des mouvements anarchistes, mais socialistes aussi. Et petit à petit, ça prend de plus en plus d'importance. Et aujourd'hui, on voit que dans la société, les gens sont prêts à comprendre la nécessité de voter des lois qui vont vraiment donner des droits aux animaux. Alors revenons à la loi, justement, interdiction des orques et des dauphins dans les parcs aquatiques, des animaux sauvages dans les cirques. Que vont devenir tous ces animaux ? Alors c'est une vraie question. Justement, nous on est mobilisés pour que ces animaux soient placés dans des structures adaptées. Et là, dans la proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, il y a encore quelques failles, puisque par exemple le gouvernement a refusé que les amendements visant à créer des sanctuaires en mer, où c'est justement les cétacés pourraient être placés dans des conditions les plus proches possibles de ce qui pourrait vivre en liberté. Ça a été rejeté. Sur les animaux sauvages terrestres, on souhaite qu'ils soient vraiment placés dans des sanctuaires ou dans des refuges, mais là également il y a un flou. On ne sait pas s'il y aura des moyens. Nous, on souhaite vraiment que le gouvernement mette des moyens importants pour le devenir des animaux. Mais est-ce que ce remède, ce que vous proposez, n'est pas pire que le mal pour ces animaux qui sont inadaptés à la vie sauvage ? Alors oui, tout à fait. Ils sont inadaptés parce qu'ils sont nés en captivité. Mais en fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, ils ne soient plus asservis, c'est-à-dire dressés, et qu'ils aient des conditions en semi-liberté, en fait, pour qu'ils finissent leur jour dans des conditions les plus confortables possibles, en fait. Mais surtout, au final, ce qu'on veut, c'est en finir avec ce modèle, c'est-à-dire que ce soit la dernière génération derrière les barreaux et qu'il faut en finir. Donc c'est pour ça que l'interdiction de la reproduction à la promulgation de la loi est vraiment fondamentale en captivité. Ça veut dire quoi, que pour vous, la prochaine étape, c'est l'interdiction des zoos ? Alors la question des zoos, c'est une question qui doit être posée en effet, parce qu'en fait, on se donne le droit d'emprisonner des animaux pour les exhiber. Donc on doit se demander, est-ce que c'est juste ? Alors sous couvert de conservation des espèces, mais la disparition des espèces, le problème majeur... C'est pas un vrai argument, le fait que... Non, c'est pas un vrai argument, parce que quand vous avez des espèces qui disparaissent, il faut se poser la question de pourquoi. Et les deux causes, c'est la destruction des habitats, comme la déforestation, et le fait de les chasser, de les braconner. Donc on doit s'attaquer à ces deux causes dans les pays où c'est concerné. Mais emprisonner des panthères des neiges à la ménagerie de Paris... quel est le rapport ? On ne pourra jamais les libérer. Elles ne sont pas du tout adaptées à être en liberté. Donc la première mission des zoos, il faut le rappeler, c'est de vendre des tickets pour les montrer. On va revenir à cette notion d'antispécisme. Est-ce que vous vous considérez comme une antispéciste ? Je me considère comme une antispéciste, mais on va donner la définition. Définition, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure. Alors, je vais dire un petit peu autre chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on ne peut pas considérer que l'appartenance à une espèce est suffisant pour voir un critère moral sur le traitement qu'on réserve à un individu, quelle que soit son espèce. De la même façon qu'il y a le sexisme et le racisme, les antispécistes estiment qu'il existe le spécisme, qui est une discrimination fondée sur l'espèce. Et très concrètement, on le voit pour les chats et les chiens, 3 ans de prison pour la maltraitance. Dans les supermarchés, on voit comment ces animaux-là sont bien traités. Il y a des salons de beauté pour chiens et chats, alors que pour le cochon, pour la poule, pour le dindon, il n'y a pas du tout ce même respect vis-à-vis des animaux. Et donc ça, c'est le spécisme, c'est juger que l'appartenance à une espèce est un critère qui permet de discriminer. Mais ça veut dire qu'un animal est l'égal d'un humain ? Non, pas du tout. Légal en considération si on veut, mais je ne pense pas que les antispécistes veulent donner le droit de vote aux poules. Non, oui, en fait... Est-ce que vous voulez donner le droit de vote aux poules ? Non, le sujet en fait de l'antispécisme, c'est de prendre au sérieux et en considération les intérêts des animaux. Donc déjà, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est en finir avec le fait de les torturer, de les emprisonner, de les tuer et de les vendre comme des marchandises. Donc déjà, si on pouvait arriver à obtenir ces 4 droits négatifs pour les animaux, c'est très important. Et après, nous, on souhaiterait ouvrir à des droits positifs, comme par exemple l'accès à la santé pour tous les animaux, l'accès à la sécurité, et voilà, et tous ces droits-là. Mais la question du droit de vote est bien sûr totalement absurde. Oui, je crois que c'était un clin d'œil. Non, mais certains le disent. C'est un mouvement qui est de plus en plus radical, parfois violent. Vous cautionnez ? Nous, on agit tout le temps dans le cadre de la loi, en fait. Radical, après, la définition, qu'est-ce que ça veut dire radical ? C'est-à-dire que si ça s'attaquait aux racines du problème,
nous, on assume d'être radical, c'est-à-dire que nous, on veut poser les questions. Est-ce que c'est juste d'emprisonner les animaux? Est-ce que c'est juste de les vendre? Voilà, donc je pense que nous, notre rôle, en tout cas, c'est de mettre en lumière des pratiques qui sont profondément injustes et de les remettre en question et d'ouvrir un débat public. C'est ça qu'on veut, c'est ouvrir un débat public et in fine, qui est, comme on l'a vu, un débat à l'Assemblée nationale et des lois qui soient votées. Oui, je pense que c'est important, effectivement, de revenir à l'étymologie du mot radical, radix, la racine. Et donc, si les antispécistes peuvent paraître radicaux, c'est parce qu'ils posent vraiment des questions de fond. Il y a des mouvements un peu violents aussi dans ce radicalisme. Justement, on peut parler de la aussi. Violence. Parfois, il peut y avoir une vitrine de boucherie taguée ou parfois même brisée. Ce ne sont que des biens matériels, incomparables, par exemple, avec lorsque les éleveurs brûlent un péage, déversent des tonnes de fumier sur la voirie. Ce sont des violences tout à fait incommensurables. Le Parlement de Bretagne qui a été brûlé. Donc, je pense que si vraiment on s'intéresse à la violence des militants antispécistes est tout à fait marginale. Comment on est passé de la protection des animaux à l'antispécisme, cette lutte pour leur donner des droits? Alors, au départ, la création, par exemple, de la Société protectrice des animaux au milieu du 19e siècle, c'est vraiment cette idée de les protéger. Les protéger, en fait, pour les hommes, pour les humains, parce que les humains pouvaient être... cette violence pouvait être contaminante. Les cochers, par exemple, traitaient très mal les chevaux, et on pensait que ça pouvait donner à d'autres humains cette idée d'être violents à leur tour. Puis il y a eu certains faits divers, par exemple un enfant qui avait vu la saignée d'un cochon, qui s'était mis à faire la même chose avec ses petites sœurs, qui l'avait tué. Donc c'était pour ça qu'on s'était mis à protéger les animaux, mais c'était en fait en pensant vraiment aux humains. Et puis petit à petit, les humains se sont rendus compte que les animaux avaient des capacités aussi qui étaient des capacités proches de celles des humains d'un point de vue éthologique, sciences du comportement. Et ça, c'est de l'apport des scientifiques. Et donc on s'est dit que c'était peut-être pas normal de les laisser dans des prisons comme les zoos. Voilà, petit à petit, il y a eu l'idée de leur donner des droits, de lutter pour qu'ils obtiennent des droits. Mais de tout temps, l'humain a mangé des animaux. On peut remonter au premier temps de l'humanité. Est-ce que ça vous pose aujourd'hui un problème? Aujourd'hui, on a énormément de données scientifiques qu'on n'avait pas à une époque. Aujourd'hui, on sait que d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue diététique, on peut être en excellente santé à tous les âges de la vie en mangeant sans produits d'origine animale. Donc voilà, donc ces données-là, on les a. Quels produits? On peut être vegan, donc c'est-à-dire manger que des produits d'origine végétale, donc les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes, de manière diversifiée, de manière équilibrée, en étant en très bonne santé à tous les âges de la vie. Et ça, on le sait. Et quand en parallèle, on met aussi le fait qu'on a les données scientifiques qui nous disent que les animaux souffrent, ont une conscience, ont des émotions. Voilà, donc c'est important aussi de poser cette question-là et de remettre en question sa consommation de viande. Et c'est le rapport à la nature, dans le fond, qui est en cause? Oui, alors d'abord, par rapport à l'argument de la tradition n'est pas un argument recevable. Si on regarde par exemple la peine de mort, depuis que Homo sapiens existe, la peine de mort jusqu'en 1980 était pas encore présente en France. Et le rapport à la nature, c'est en fait penser à nouveau que l'homme fait partie de la nature et qu'il n'est pas sur un piédestal sur lequel l'a mis l'humanisme. Jérôme Segal, merci. Merci à vous aussi, Amandine Savissens. Merci à vous deux d'être venus dans 64 minutes.